Salut YouTube, je m'appelle Xavier et aujourd'hui je vous parle de mon setup sim racing et plus particulièrement de mon châssis, un châssis DIY qui date un petit peu puisqu'il date de 2010. Et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous si vous cherchez à vous faire un châssis, d'avoir un retour sur un châssis que j'utilise maintenant depuis très longtemps et vous dire un petit peu quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, qu'est-ce que je trouve qui pourrait être amélioré. Donc voilà, vous l'avez compris, l'idée c'est de vous parler de ce châssis pour partager mon expérience et peut-être vous aussi vous aider dans la construction de votre setup sim racing. On est parti pour la présentation du châssis DIY de 2010 qui fait toujours le café en 2025. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ce châssis, c'est un châssis de 2010. Et initialement, c'était pour jouer sur la PlayStation 3, si je ne dis pas de bêtises. On l'avait fait en famille et initialement, l'objectif, c'était de jouer à F1 2010 avec, pour monter dessus un Logitech G25. Le contexte, c'est un petit peu ça. Faire un châssis pour tenir les pédales et puis le volant et avoir une expérience de jeu meilleure. Déjà, le premier gros point fort de ce châssis, c'est qu'il m'a accompagné de 2010 jusqu'à aujourd'hui en 2025. Ça veut dire que c'est du matériel qui a bien duré. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas un châssis, on va dire, avec un look commun. À une époque, il n'y avait pas forcément tous les châssis en profil alu. Quelque part, on a un peu imaginé notre chose. Donc vous allez voir, c'est un petit peu original et atypique. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu des matériaux et de la manière dont on l'a construit. Donc c'est un châssis qui a une base donc acier, avec des tubes acier, des profils acier. Alors je sais pas exactement la taille, je vous dirai ça tout à l'heure. Et puis il y a d'autres parties qui sont en aluminium. Donc en fait, le fait qu'on ait un châssis donc déjà en acier soudé, donc vous comprenez que c'est pas forcément accessible pour tout le monde puisqu'il faut un petit peu de matériel pour faire ça. Mais toujours est-il que vraiment le fait d'avoir ce châssis soudé et le tout en acier, d'un point de vue rigidité déjà, c'était super intéressant. Je pense que je vais vous montrer dès maintenant le châssis et puis on va en discuter un petit peu point par point. Donc vous voyez, finalement, toute la base est faite à partir de ce type de tube là en acier. Tout a été soudé, vous voyez là par exemple la partie pour le levier de vitesse, pareil, c'est le même type de tube acier sur lequel on a encore une tôle là, en acier pour venir fixer le levier de vitesse, voilà, avec deux perçages qui avaient été faits pour le levier de vitesse. Ces tubes acier, c'est des tubes carrés de 30 mm à peu près, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Vraiment, toute cette partie-là était ultra rigide et si vous voulez, ne bougez pas d'un poil, quoi. Donc là, il n'y avait vraiment aucun souci de rigidité. En diagonale, ici, on va retrouver, il y a plusieurs barres qui assurent aussi la rigidité latérale. Donc là, c'est toujours le même type d'acier. Et à l'avant, on a aussi une partie ici, alors avec des tôles plus fines, mais aussi en acier, avec des barres pour venir supporter le pédalier. Et en fait, à cet endroit-là, là encore ici, voilà, ça c'est les tubes d'acier. Tous ces tubes-là sont soudés et assurent la rigidité. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est, cette tôle là qui avait été mise comme ça. Mais du coup, voilà, donc ça aussi, toute cette partie-là assure la rigidité et fait que le châssis a duré dans le temps. Et là, je peux vous le dire, sur la pédale, quand vous êtes assis et que vous jouez, vous pouvez taper aussi fort que vous voulez dans la pédale de frein, rien ne bouge et ça, c'est super. Ensuite, sur la partie du support de volant, là, par contre, c'est de l'aluminium. Donc ça, c'est un tube d'aluminium, en fait, qui a été mis, qui a été vissé sur un de ces tubes-là acier et qui vient ici, qui remonte. Et là, alors là, voilà, il y a un serrage avec un collier, je suppose, pour pouvoir régler, initialement, pour pouvoir régler la profondeur. Je crois que je l'ai jamais touché, mais voilà, c'est mon grand-père qui avait fait ça, et en fait, voilà, il avait mis un collier ici de serrage pour venir créer cette partie-là. Et enfin, pour le support de volant, donc là aussi, là je pense que c'est une tôle alu, alors aussi soudée là, donc c'est de la soudure aluminium. Alors pour ceux qui connaissent, pour souder de l'aluminium, c'est pas forcément très simple, il faut un peu de matériel, quoi. Mais donc voilà, donc lui il avait ça et il a fait cette partie-là, cette petite plaque en aluminium qui vient permettre de déposer le volant. Et pour finir sur la partie support de volant, vous voyez ici, vous avez donc deux baguettes qui viennent, alors là je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un perçage, voilà, à cet endroit-là,
Et donc, eh bien, ce perçage, vous voyez, il y a une vis, et en fait, ça permet de remonter la vis dans le volant. Et donc, la baguette, eh ben, va venir quelque part assurer ici un peu de rigidité quand le volant est fixé dessus. Voilà, enfin la base plus volant. Ça a été pensé initialement pour jouer avec un G25. Maintenant, je joue avec un G920 donc de Logitech. Donc là, vous n'avez pas forcément un couple énorme avec les moteurs à courroie. Donc, eh bien, le niveau de rigidité, on va dire, est largement suffisant pour ce type de base. Je ne sais pas si en upgradant et en passant sur des bases, eh bien, à des couples plus élevés, 10, 18, 15, 20 Nm, je ne sais pas, si la rigidité sera toujours suffisante. Ce qui est sûr, c'est que seul, en fait, sans effectivement ces deux baguettes-là, ça peut bouger un peu. Mais finalement, donc, quand c'est monté, là, ça bougeait plus. Et donc là, ça assurait une bonne rigidité. En tout cas, ça, si vous faites un châssis, alors je ne sais pas quel format vous utiliserez, mais c'est vrai que plus vous avez de distance par rapport aux zones de fixation, plus vous avez de bras de levier, donc plus vous allez avoir de «place» entre guillemets, et donc il va falloir venir mettre des supports pour assurer de la rigidité. Donc voilà, moins vous avez de bras de levier, mieux c'est. Bon, vous voyez, la plaque, elle a un peu bougé avec le temps, mais je pense même qu'elle n'a pas du tout bougé, hein, c'est juste qu'elle est restée comme ça encore aujourd'hui. C'est un châssis qui n'a pas trop bougé. Pour rester sur la partie avant, vous voyez là, ce qui a été mis, c'est une plaque de plexiglas hein, pour l'aspect déco, mais aussi pouvoir venir mettre les pieds entre la partie, on va dire, entre la partie siège et la partie pédalier qui se situe là. Et donc finalement, là, c'est là où mon grand-père avait vraiment fait un truc sur mesure, dans le sens où il était venu positionner ici le pédalier du G25, et avait mis là la plaque en plexi, juste à flanc, pour avoir une continuité entre le pédalier du G25, la plaque ici, pour pouvoir venir mettre ses pieds ou se reposer pendant les sessions de course. Et maintenant, alors le siège. Donc le siège, c'est un vrai siège de voiture de course, c'est un siège Sparco. Donc évoluant un peu dans le monde du sport automobile, en fait, on avait à disposition dans le garage des vieux sièges qui étaient plus forcément aux normes, qui étaient dépassés, etc., mais qui pour un simu, faisaient largement était génial parce que du coup, c'était des vrais sièges baquets. Vous voyez, maintenant qui est un peu vieilli parce qu'il a un peu traîné un peu dans les granges et tout ça, mais au final, il est toujours dans un état très bon, quoi. Et puis pour jouer, c'est génial parce que ça fait une immersion comme si on y était, quoi. Donc il avait même pensé à faire des réglages. Donc vous voyez, alors ici, pareil, je pense que ça, c'est des tôles qui ont été mis dessus. Et donc on pouvait régler, et je peux toujours régler d'ailleurs, la distance, si vous voulez, d'approche vis-à-vis du pédalier devant, avec des trous de perçage. Donc je peux soit l'avancer, soit le reculer. Alors vous voyez, là j'ai encore un de marge. Et il avait même pensé aussi à faire des réglages pour potentiellement gérer l'inclinaison. Donc si je voulais avoir une position un peu plus, genre Formula maintenant, alors à l'époque, on ne se posait pas toutes les questions Formula, GT, etc. Mais en fait, il avait déjà pensé à mettre des réglages comme ça pour éventuellement venir soit augmenter l'avant, le faire baisser, etc. etc. Donc voilà, donc c'est un super châssis et c'est quelque chose qui était vraiment exceptionnel à l'époque, en tout cas que je trouvais vraiment génial pour jouer. Enfin, ça changeait complètement l'expérience sur le bureau et donc c'était super sympa d'avoir du matériel comme ça. Alors maintenant, point fort, point faible du châssis. Donc, par rapport à tout ce que je vous montrais, je vais commencer par les points forts. Déjà, la rigidité, vraiment le fait d'avoir un châssis soudé en acier comme ça, je peux vous garantir que ça ne bouge pas. Et notamment au niveau du pédalier, là où théoriquement vous avez le besoin le plus de rigidité, là ça bougeait vraiment pas. Si éventuellement quelque part ça devrait bouger quand vous appuyez sur une pédale fort, ça serait au niveau du baquet carrément qui lui fléchirait. Mais là vraiment on avait vraiment un super niveau de rigidité. Surtout qu'en plus, tout était fait pour pouvoir fixer le matériel Logitech, donc le G25 que j'avais initialement, et donc rien ne bougeait. Et quand j'ai évolué vers le Logitech G920, parce que le G25 n'était pas compatible sur les nouvelles générations de consoles, Logitech conservant les standards de fixation entre le G25 et le G920, j'ai pas eu besoin de modifier et donc j'ai pu monter sans difficulté le G920 sur les perçages qui avaient été initialement faits pour le G25. Autre point positif sur un châssis comme celui-ci,
c'est la durabilité. Autant vous dire que c'est un châssis que j'ai pas du tout ménagé, hein. Donc il a été fait en 2010, j'ai déménagé plusieurs fois, il est resté même à une époque où je jouais beaucoup moins dans une grange, donc dans des conditions d'humidité, etc. D'ailleurs, vous avez vu, il y a peut-être quelques petites traces de rouille, mais ça, ben voilà, c'est le temps. Franchement, ça n'a pas bougé. Et là, vous voyez, je le remonte, je le remets en place, etc. Et eh bien, tout fonctionne bien, il n'a pas bougé, et ça, c'est génial. Donc, eh bien, le fait d'avoir des châssis métalliques, potentiellement traités avec bien, les coatings qui vont bien, etc., eh bien, ça crée vraiment des choses super durables et qui donc eh bien, peuvent vous accompagner longtemps. Et ça, c'est vrai que bien si pour des châssis, on va dire, entrée de gamme, qu'on trouve sur le marché, alors qu'ils sont un peu plus flexibles, mais qui n'ont aucune rigidité, je pense que ben, les châssis, il vous fait quelques années, puis après, il est bon pour la benne. Alors, ce qui était top aussi, bien, c'est toutes les possibilités de réglage du baquet. Donc, vous voyez, de pouvoir l'avancer, de pouvoir le reculer, de pouvoir gérer l'inclinaison, ça, c'est vraiment top. Et je pense que ben, si vous avez un châssis, que vous jouez, mais que éventuellement votre famille ou d'autres personnes jouent, ben d'avoir des possibilités de réglage, c'est vraiment quelque chose qui est positif et qui ben, fait que votre baquet, vous allez l'utiliser parce que vous allez partager des moments avec les gens autour de vous, etc. etc. Alors là, ça m'emmène peut-être à un premier point négatif. On va dire que, bien oui, c'est réglable, mais là, pour le régler, c'est pas facile. C'est-à-dire que voilà, il faut prendre une clé, démonter le siège, changer les perçages. Donc ben, finalement, ça se fait pas trop et ben, quand quelqu'un vient, ben, vous trouvez le réglage qui convient un peu à tout le monde et vous le touchez plus, quoi. Je pense que c'est un truc à penser quand on fait un châssis DIY, c'est de penser aux possibilités de réglage. Alors soit relativement simple en desserrant une vis, mais vous voyez là par exemple, soit c'est juste pour vous et dans ce cas-là, ben, pas de problème. Si c'est pour partager du moment, ben, c'est vrai que des systèmes à rails réglables, etc., plus simples, c'est mieux. Deuxième petit point, on va dire, d'amélioration, toujours sur la question des réglages. Vous voyez, par exemple, sur la partie volant, on va dire, sur le volant lui-même, lui, on ne peut pas le régler, pas le bouger. Donc ça, pareil, ça peut poser des problèmes. Alors on peut légèrement un peu l'avancer, mais quoique avec les perçages, on ne peut pas. Et donc, eh bien ça, voilà, ça c'est peut-être des choses aussi que si vous faites un châssis pour vous, pensez bien à mettre en place des choses qui vous permettent d'ajuster la profondeur du volant et la hauteur, voire même l'inclinaison. Donc, eh bien ça, c'est un autre point que je mettrai un petit peu en point d'amélioration pour le prochain châssis. Voilà, et alors bien sûr, bon, le baquet, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment un super baquet, donc là, ben, c'est vrai que, enfin, si vous voulez une expérience un peu immersive, etc., ben, ce type de baquet, c'est vrai que là, vous avez presque l'impression d'être dans une vraie voiture, vous avez, oula, pardon, vous avez mal au dos comme dans une vraie voiture parce que les sièges sont super rigides. Voilà, c'est vrai que pour moi, faire un simu et mettre un siège de voiture un peu classique, super confort, etc., entre guillemets, on s'éloigne un petit peu. Enfin, quand on fait du sim racing, en tout cas, moi, ma vision du sim racing, c'est essayer de se rapprocher de ce qu'on pourrait ressentir dans une voiture de course. Et donc, d'avoir ces types de baquets un peu durs et qui ne sont pas forcément ultra confort, hein, eh bien, ça rajoute un peu quelque chose à l'immersion. Et ça, eh bien, j'aime beaucoup. Autre petit point important. Alors, vous voyez, c'est un châssis qui est lourd, qui prend de l'espace. Et donc, bien, comme pour la grande majorité des châssis sim racing, en tout cas rigide, de qualité, etc., eh bien, il prend de la place. Et donc, ça veut dire que ce type de châssis, il va falloir le mettre dans un endroit où il ne vous dérange pas et où éventuellement il ne dérange pas aussi votre entourage. Ce genre de châssis, ce qui est difficile après, quand on l'a, etc., c'est de trouver un espace qui ne bouge plus et bah, il occupe cet espace-là. Donc, le jour où vous jouez moins, etc., bah, vous avez un châssis qui est là et bien pour le plier, pour le remettre, vous le faites pas, quoi. Donc le côté, moi je trouve aujourd'hui par rapport au châssis, alors là c'est un châssis DIY, mais même par rapport à des châssis mainstream hein, qu'on trouve sur le marché assez facilement, les châssis rigides eh bien, prennent beaucoup de place et quelque part ne sont pas facilement déplaçables. Puis bon, même si vous mettez des roulettes ou des trucs comme ça, ben, vous avez du mal à le déplacer, à le ranger quelque part. Donc, eh bien voilà, ça c'est un truc à prendre en compte aussi en fonction de votre expérience et de ce que vous voulez faire. Mais si vous trouvez des moyens de rendre les choses compactes et de pouvoir le ranger plus ou moins facilement en réduisant le footprint, enfin l'empreinte qu'il prend, et bien ça aussi, c'est des trucs qui peuvent être sympas à penser quand on fait un châssis DIY. Bien sûr, alors là c'est plus pour vous, hein, mais c'est vrai que faire ce type de châssis, là vous voyez, c'est tout mécano soudé, c'est de l'acier, c'est de l'alu,
Donc, eh bien ça demande du matériel, etc., du matériel cher qu'on n'a pas forcément tous à disposition. Donc là, ben, moi, c'est une situation un peu particulière. Mais c'est vrai que ben, pour quelqu'un qui voudrait se faire un petit châssis sim racing sympa, sans avoir tout ce matériel, aujourd'hui, ce qui existe et qui est relativement facilement trouvable, c'est les profilés alu. Donc, les profilés alu, là, c'est ce type de barre là qu'on retrouve et qu'on peut bien assembler les unes avec les autres. Ça, c'est vraiment génial. Et pour le coup, là, vous n'avez pas besoin de soudeur, etc. Vous avez juste besoin eh bien, des profilés alu, de bien faire vos mesures, et eh bien, vous pouvez ajuster ça comme vous le souhaitez. Et donc ça, c'est vrai que c'est des solutions, ben, il faut juste une clé Allen et le matériel qui est donné avec, qui vous permet de fabriquer beaucoup plus simplement vos châssis à la maison. Et l'avantage aussi des profilés alu, c'est que non seulement vous allez pouvoir faire votre châssis, mais dessus, vous allez pouvoir venir monter des choses. Parce qu'en fait, ce système, il est super malin, il est super bien foutu, là, ces profilés alu. Et donc, eh bien, vous allez pouvoir venir petit à petit ajouter des éléments pour mettre votre PC, vos écrans, etc. Je ferai peut-être une autre vidéo, parce que j'ai essayé de me faire un petit support écran, justement, pour mon châssis que je vous ai présenté là, avec du profil alu. Voilà, je me suis rendu compte en le faisant qu'il y avait des choses que je n'avais pas pensé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ouvre d'autres portes que des châssis mécano-soudés. Par contre, effectivement, je pense que mon châssis acier, en tout cas sur la base, c'est beaucoup plus rigide que ce qu'on pourrait trouver avec de l'aluminium, qui est un matériau un peu moins rigide que l'acier. Et du coup, ça m'emmène un petit peu au dernier point, on va dire, négatif, et qui fait qu'aujourd'hui, je vais certainement devoir changer mon châssis. Donc, comme je vous ai dit, ce châssis, il avait été fait vraiment pour le matériel Logitech, donc le G25, et par chance, entre guillemets, parce que je n'avais pas vérifié, quand j'ai acheté un G920, eh bien, tout allait bien et tout montait dessus sans trop de problèmes. Voilà. Donc, si vous voulez, les perçages tels qu'ils ont été faits là, eh bien, vont très bien pour les G920. Et entre guillemets, la position de pilotage, c'est-à-dire la distance des pédaliers, etc., marche bien avec le matériel Logitech G920. Sauf qu'en me remettant à jouer, j'ai voulu un petit peu upgrader mon setup sim racing, et la première chose que j'ai voulu changer, eh bien, ce sont les pédales, enfin le pédalier. Parce que le pédalier du G920, bon, c'est sympa, mais c'est vraiment, on n'a pas assez d'informations. Enfin, en tout cas, quand on commence un petit peu à jouer, le G920, le pédalier manque un peu d'informations. Mais tout ça pour vous dire que, eh bien, là, j'ai voulu investir dans un pédalier, et j'ai investi dans un pédalier Acetec Forte. Le seul souci, eh bien, c'est que j'ai pas pu le monter directement sur ce châssis-là. J'ai essayé de faire des pièces 3D, etc., mais finalement, ça passait pas comme je voulais. Donc, eh bien, quelque part, là, aujourd'hui, ce châssis, il m'empêche de passer à autre chose, d'où la complexité, en fait, de se faire un châssis en DIY. Hein. C'est important de réfléchir à eh bien, le matériel qu'on a aujourd'hui, mais demain, je veux changer de gamme, je veux passer sur un autre type de matériel. Vais-je pouvoir le faire évoluer? Et ça, c'est déjà... y penser, c'est déjà bien, mais entre y penser et réussir à le faire, eh bien ça, c'est plus compliqué. Et ce que je voulais vous dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce châssis, on a un perçage, et puis ben, il faut que le perçage tombe bien. Il y a aussi la partie de derrière qui empêche, alors qui assure de la rigidité, mais qui empêche de gérer l'écartement du pédalier. Donc voilà, donc ça fait des petits problèmes. Et là encore, ce que je pense vraiment, c'est que le profilé alu, les châssis profilés alu, s'ils sont bien faits, offrent ben, beaucoup plus de flexibilité là-dessus. C'est-à-dire que avec un profilé alu, vous allez pouvoir faire bouger votre T-slot un petit peu comme vous le souhaitez, et donc vous allez pouvoir venir bien visser où vous le souhaitez vos nouveaux matériels, etc. Et donc, eh bien, si c'est bien pensé à la base, normalement, vous allez pouvoir monter assez facilement avec des profilés alu vos pédaliers, vos volants, les faire évoluer dans le temps, etc. Donc voilà, donc là c'est un petit peu, eh bien, pour finir la vidéo, c'est un petit peu le dernier point faible du châssis, c'est-à-dire que ben, aujourd'hui, il marche bien sur du matériel Logitech, mais quelque part, il m'empêche de monter du matériel eh bien, un peu plus récent, un peu plus avancé en 2025, que par rapport à ce que j'ai pu acheter eh bien, dans le passé. Donc voilà eh bien, pour la présentation de ce châssis DIY. J'espère que pour vous, eh bien, ce sera aussi informatif si vous cherchez à vous construire un châssis DIY. Alors bien sûr, vous ne ferez certainement pas pareil que moi,
mais peut-être que vous aurez, ça vous donnera des idées et puis des points d'attention à regarder quand vous allez fabriquer votre châssis DIY. Je ferai sûrement une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai du Logitech G920. Je ferai certainement un petit test. Je l'ai depuis 2017, donc 2017-2025, ça me laisse le temps d'en parler un petit peu. Voilà. Je vais vous montrer peut-être aussi le petit support d'écran que j'ai réalisé pour ce châssis, donc ça sera peut-être aussi l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse le plus. Et puis je vais me poser la question certainement de faire évoluer ce châssis, donc ça veut dire en gros racheter un châssis, hein. Et donc là j'hésite un petit peu entre faire du DIY, c'est un châssis type Moté10 ou autre, et le construire par moi-même et ajuster un petit peu par moi-même comme j'ai envie, en conservant notamment le baquet, ou acheter un châssis sur le marché. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais c'est vrai que en fonction des marques, différence de prix entre un DIY et un châssis déjà tout prêt relativement faible, parce que si vous le faites en DIY, il y a quand même quelques possibilités de se planter et donc de perdre un petit peu d'argent. L'impression que j'ai, c'est que finalement acheter un châssis déjà prêt sur le marché, voilà, où ils ont pu tester, etc., et peut-être quelque part finalement plus économique. Côté DIY, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire ce qu'on a envie, on peut avoir envie de créer son quelque chose, donc ça se comprend tout à fait, voilà. Mais pour l'aspect purement économique, je ne sais pas si un châssis DIY est la meilleure solution. Donc si vous avez un avis sur DIY vs un châssis sur le marché, et notamment si vous avez aussi fait l'effort de regarder un petit peu pour vos châssis, si vous avez comparé Moté10 avec d'autres marques, ce vers quoi vous êtes orienté, eh bien n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles courses sur vos simulateurs préférés, et moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Allez, à plus!